Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Il y a des histoires et il y a celle du roman Fils de Prélat d'Armand Claude à Banda, une longue histoire, un livre qui renaît un peu de ses cendres, qui galope à l'extérieur, qui piétine au Cameroun, qui vient encore d'être en vitrine à Paris à l'occasion du Salon africain du livre, on va l'appeler ainsi, qui est enseigné dans quelques pays africains, le Gabon et le Congo, mais qui peine à être ancré au Cameroun. Son auteur, cependant, est célébré à travers le monde, pas seulement pour l'ouvrage, mais également pour le rôle qu'il joue dans le développement des technologies de l'information et de la communication, les TIC. C'est le représentant résident de IAI Cameroun, auteur justement de ce magnifique roman Fils de Prélat. Il est titulaire de la chaire UNESCO Access TIC. Il va nous parler de tout cela parce que c'est lui qui a la parole ce soir dans le cadre de votre programme. À vous la parole. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition qui va nous permettre de découvrir ou de redécouvrir des facettes, des casquettes d'Armand Claude à Banda. Monsieur le représentant résident, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Vous êtes le visage des TIC au Cameroun, en Afrique et même pour les institutions telles que l'UNESCO. Est-ce que vous êtes, vous, satisfait du taux de pénétration des TIC dans un pays comme le Cameroun, le vôtre? Alors d'abord, je ne sais pas si je suis le visage. On vous considère comme le visage. Bon, je sais que je m'investis beaucoup oui. pour que l'éthique soit totalement maîtrisée par l'ensemble de la population. On y va petit à petit. Oui. On essaye de le faire avec les possibilités que nous avons et l'accompagnement de l'État également. Et d'ailleurs, je dois remercier le président de la République, le président Paul Biya, qui a doté notre institut d'un campus magnifique de 5 hectares et a même prêté son prestigieux nom à notre établissement qui s'appelle Centre d'excellence technologie Paul Biya, pour la première fois de l'histoire qu'un édifice porte son nom. C'est bien l'IAI et nous en sommes fiers. Et pour répondre à votre question, je pense que avec l'opération 100 000 femmes, nous avons formé 103 350 femmes sur l'ensemble du territoire national. Avec MEGEF 2035, nous sommes à 975 800 jeunes enfants et femmes sur l'ensemble du territoire national, ce qui nous rapproche déjà du million prévu. Oui. 10 ans avant le but. Je vous rappelle que le but, c'est 2035. 2035. Et nous sommes en 2025. Et l'objectif, c'était former 1 million. 1 million en Vous 2035. Êtes à plus de 800 000. Nous sommes à 975 800 jeunes enfants et femmes formés. Mais cela est encore très peu, parce que n'oublions pas que nous sommes quand même une trentaine de millions. On peut estimer comme ça. La population camerounaise. Donc, 1 million et demi de personnes formées. Peut-être que le chiffre d'1 million, c'est des formations directes, parce que peut-être qu'il y a aussi les personnes formées qui ont formé d'autres personnes. Si on peut peut-être aller par là, on pourrait peut-être atteindre 5 millions. Oui, c'est que nous faisons une couverture d'à peu près 45% selon les chiffres 2023 et 2024. Le taux de pénétration TIC au Cameroun de façon globale, c'est encore très peu quand même. Le taux de couverture va doucement, mais sûrement. Je pense que par rapport à beaucoup de pays, nous sommes quand même bien avancés, parce que le Cameroun est le seul pays en Afrique où nous avons un projet aussi vaste en matière d'arrimage à la modernité, de formation des populations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons pu, on va dire, gagner une chaire UNESCO, la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Selon les informations que nous avons eues, cela est parti effectivement des deux projets, Opération 100 000 femmes, que vous avez longtemps soutenu en tant que communicateur, je vous en remercie. Et MEGEF 2035, on ne trouve nulle part
en Afrique un tel projet sur la durée et d'ailleurs dans le monde, parce que l'autre jour, lundi matin, j'ai assisté à une grande réunion au siège de l'UNESCO à Paris où un des responsables disait justement que il n'existe pas à sa connaissance un pays qui porte un projet aussi immense en matière d'arrimage à la modernité des populations. Donc, je pense que de ce point de vue, on peut quand même aussi féliciter l'accompagnement de l'État avec les ministères des Finances, avec le ministre Paul Motazé, le ministre Alamine Ousmane à l'économie. D'ailleurs, je dois vous rappeler que le premier soutien de MIGEF 2035 avait été apporté par le ministre des Finances actuel, lui Paul Motazé, pendant qu'il était ministre de l'économie, et par la suite le ministre Alamine Ousmane après le relais, et l'a même intensifié. C'est la raison pour laquelle il faut quand même signaler que l'État a apporté son appui dans cette œuvre immense et en plus encore avec l'appui moral, je dirais moral, de Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, qui a été marraine nationale du projet Opération 100 000 femmes et marraine nationale de MIGEF 2035. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on peut constater que nous sommes allés bien vite, parce que le soutien matériel et moral, institutionnel, tous ces soutiens-là, ces soutiens ont été au rendez-vous et je pense qu'il faut encore une fois remercier pour ces différents soutiens qui sont très éclatants, qui vous accompagnent sur l'ensemble du territoire national. Mais lorsqu'on se souvient que les spécialistes comme vous avez l'habitude de nous dire que l'analphabète d'aujourd'hui et de demain est celui qui ne va pas maîtriser le basique seulement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On n'est qu'à 45% du taux de couverture. Ça veut dire qu'il y a 55% d'analphabètes. Vous avez raison si votre chiffre est juste. Parce qu'en fait, avant, on avait absolument besoin de savoir lire et écrire pour dire que vous n'êtes pas analphabète. Mais aujourd'hui, l'alphabète, comme vous le dites, c'est celui qui ne sait pas utiliser l'outil digital. Et pire encore, l'intelligence artificielle qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, qui va changer le monde, qui va même changer les systèmes éducatifs. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tous les systèmes éducatifs doivent changer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'UNESCO a eu à organiser un sommet, une grande réunion à Addis Abeba il y a quelques mois. Et 3 ou 4 semaines par la suite, ils ont organisé un autre sommet à Nairobi, au Kenya, qui avait regroupé des principales chaires UNESCO d'Afrique et du monde. Donc justement pour penser les meilleures méthodologies pour refaire les systèmes éducatifs avec cette nouvelle donne. Parce que ceux qui ne vont pas s'y arrimer vont être totalement largués. Il est donc important que tout le monde s'y intéresse. Et d'ailleurs, je vais revenir à ce que j'ai toujours dit. Il n'est plus question de se poser la question, faut-il former les populations à l'utilisation de l'outil informatique ou non? Parce que j'ai pu vous dire que ça a été notre combat pendant longtemps. Beaucoup de gens nous demandaient à quoi ça sert de former tant de femmes. Vous avez allé former les femmes même dans les zones rurales. À quoi ça sert? Oui. Qui va leur donner du travail? On est en train de former des chômeurs. Alors je leur disais toujours, messieurs, mesdames, messieurs, vous n'avez rien compris. Il ne s'agit pas de former les femmes, les jeunes pour leur donner du travail, mais il s'agit de leur donner, on va dire, l'éducation digitale, la culture numérique, parce qu'en réalité, on le voit aujourd'hui, les smartphones ont envahi le monde. Aujourd'hui, même nos grands-mères ont des smartphones qui sont quasiment des ordinateurs. Et donc, si vous avez eu à utiliser déjà un ordinateur, vous allez
très vite maîtriser le clavier d'un smartphone. Donc, il y a les chiffres qui disent, par exemple, que l'Afrique subsaharienne aujourd'hui a le taux le plus élevé d'accès aux consommations mobiles. Nous avons presque tous maintenant un smartphone. C'est le taux le plus élevé au monde avec 6,5%. Mais on vous posait toujours la question, quand vous partez former les femmes en zone rurale, le lendemain elles retournent chez elles. La formation, est-ce que ce n'aura pas été seulement pour les caméras avec les photos de Paul Biya consort? Ben justement, on voit bien aujourd'hui que cela est utile. La plupart des mamans que nous avons dans nos villages là, ils sont connectés, ils sont ouverts, ils ont accès à l'information, ils ont la possibilité de savoir ce qui se passe dans le monde étant dans leur village. D'autant plus qu'aujourd'hui, même quand il n'y a pas d'électricité, il y a l'énergie solaire, il y a maintenant des chargeurs solaires qu'on peut utiliser. Il suffit de charger votre petite batterie solaire, de charger votre outil, parce qu'il y a même des chargeurs portables qui, exposés au soleil, vous donnent l'électricité, vous donnent la possibilité de charger vos téléphones. Donc, ils deviennent de plus en plus courants. Vraiment pour les personnes vivant dans les villages, dans les zones rurales, d'avoir cet accès à l'utilisation de l'outil informatique, surtout d'avoir accès à l'information, à ce qui se passe dans le monde, et même à pouvoir chercher des opportunités commerciales, des clients pour pouvoir acheter leur manioc, leur plantain, leur macabo qui est cultivé au village. Beaucoup utilisent aujourd'hui le marketing digital et qu'ils ont appris pendant les formations de l'opération 100 000 femmes ou pendant la formation... Votre opération, on voit d'ailleurs plusieurs images qui viennent de l'ensemble du territoire national, pratiquement toutes les régions concernées par ces formations. Le million sera forcément atteint très bientôt, mais il va rester un fossé énorme. Est-ce qu'il ne faut pas multiplier, au-delà de ce que vous faites, appeler les pouvoirs publics, d'autres structures, d'autres organisations à multiplier pour qu'on puisse quand même atteindre un chiffre assez considérable, puisque, vous l'avez dit, on est en train d'aller vers le tout numérique? Exactement, comme vous dites, nous sommes en train d'aller vers le tout digital parce que, en réalité, c'est ce que les gens doivent comprendre. Alors, c'est notre combat de tous les jours. Nous demandons aux chefs d'entreprise, aux chefs de départements ministériels, aux chefs d'institutions d'entreprises, d'État, de public, parapublic, de former leur personnel. Mais parfois, vous avez l'impression qu'il y en a qui sont réceptifs, mais il y en a qui ne bougent pas d'un pouce, et pourtant le personnel n'est pas souvent apte à utiliser les services digitaux comme aujourd'hui nous avons la possibilité d'en avoir grâce à des ministères très high-tech comme le ministère de la fonction publique. Vous voyez bien tous les efforts qui sont faits par le ministère de la fonction publique pour donner accès à la possibilité d'avoir des facilités, de se mettre, comment dirais-je, de postuler à des concours. Même étant à Yokadouma, vous pouvez postuler à un concours en ligne. Vous pouvez même passer l'oral en ligne. Et on l'a vu avec certains cas qui ont bien marché. Donc aujourd'hui, avec l'application Aigle du côté de la fonction publique, je pense qu'ils vont commencer à recevoir les messages dans quelques heures pour le salaire qui va être disponible le 24 mars. C'est ceux qui vont recevoir déjà les messages. Alors, si vous ne savez pas utiliser l'outil informatique, comment vous allez pouvoir optimiser l'utilisation de ces types d'applications, hein? Moi, je prends toujours l'exemple aussi des impôts. J'aime bien cet exemple, la télédéclaration des impôts. Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait effectivement un bon usage de cet outil, il faut d'abord que le personnel des impôts soit parfaitement formé à l'utilisation digitale et les usagers, c'est-à-dire la population, ceux qui sont appelés à se servir de ces outils, de cette belle application du ministère des Finances. Donc, lorsque vous ne savez donc pas utiliser l'outil informatique, vous allez récupérer, au lieu de, en un clic, vous aurez pu en un clic télédéclarer vos impôts, mais vous êtes obligé de prendre votre paperasse, aller dans les centres des impôts. D'abord, vous payez le taxi ou le carburant.
vous dépensez de l'énergie, vous prenez des risques parce que vous pouvez faire des accidents. Vous arrivez dans un centre des impôts, vous vous exposez à la corruption. Parce que la corruption naît du contact entre l'usager et l'agent public. Donc, voyez-vous, il y a tellement de choses à perdre quand les gens ne savent pas utiliser l'outil informatique. Et tout ce qu'on a aussi comme service en ligne aujourd'hui, vous allez dans un magasin, aujourd'hui des magasins modernes, vous avez la possibilité de faire des paiements en ligne et même de commander du matériel à distance en ligne, de payer en ligne. Donc, tout cela nécessite que les populations soient formées. C'est pourquoi j'ai toujours dit que vraiment nos États africains doivent encourager je dis bien toutes les initiatives qui vont dans le sens de la formation massive des populations aux TIC. Il ne faut pas avoir peur des TIC. Les TIC sont là et si nous ne les domptons pas, c'est les TIC qui vont nous dompter. Et je pense que la formation doit commencer déjà par intéresser les hauts dirigeants, c'est-à-dire que ceux qui sont membres du gouvernement. Parce que les chiffres disent, par exemple, que le Cameroun est 155e sur 193 dans un classement du département des affaires économiques des Nations Unies en termes de e-gouvernement. Du côté du gouvernement, ça n'avance pas beaucoup. Bon. On a cité le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, à travers tous ces démembrements, là où il y a quand même des évolutions. Un effort, il y a eu un effort. Mais ailleurs, le ministère de la Jeunesse aussi, ailleurs, ce n'est pas trop ça. Alors, donc il faut vraiment que la population camerounaise écoute le discours présidentiel, parce que moi j'ai constaté que 70 à 80% des discours présidentiels ont toujours cette pédagogie vers le digital. Souvenez-vous, le président, je vous l'avais dit, le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Donc cela veut dire que le président a constaté qu'il a beau parler, mais les gens traînent encore les pas. Ça veut dire qu'il a constaté lui-même que les Camerounais traînent encore le pas et il leur dit qu'il ne faut pas figurer parmi les retardataires. Parce qu'en réalité, si vous restez retardataire, vous allez être totalement largué. Il faut donc vraiment tout faire pour que la population, au moins la population active, c'est-à-dire ceux qui ont un métier, ceux qui ont l'obligation, on pourrait le dire, d'utiliser les services en ligne, ben, il faut qu'ils maîtrisent l'utilisation de l'outil informatique. Donc, évidemment, il faut former la population vraiment sur la connaissance, les connaissances de base de l'informatique, mais aussi former l'élite digitale, c'est-à-dire des ingénieurs. Il faut beaucoup d'ingénieurs. Souvenez-vous que le chef de l'État avait aussi dit que, parlant de l'informatique, il avait dit qu'il faut plus d'ingénieurs. Et je pense que c'est d'ailleurs à ce moment... Est-ce qu'on va dans ce sens-là? Ben, je pense que oui. Le terrain? Je pense que oui. Il y a beaucoup plus d'écoles d'ingénieurs. Je crois que ce message a été écouté. D'ailleurs, l'IAI a été le premier à écouter ce message. Parce que le lendemain du discours, le surlendemain du discours, j'ai écrit au siège pour demander la possibilité qu'on augmente les effectifs de l'IAI. Et cela avait été accordé. En même temps, j'avais demandé qu'on puisse, parce que vous savez, l'IAI c'est 11 États, donc il y a 10 États francophones et un État bilingue. Donc le Cameroun étant le seul État bilingue, vous comprenez que à la fondation de l'IAI, on pensait plus francophone. Et j'avais demandé également, dans la même lettre, la même correspondance, qu'on puisse nous donner la possibilité d'ouvrir une filière anglophone, totalement anglophone, pour permettre à la population, à la jeunesse d'obédience anglaise, de profiter du label de l'IAI créé par les chefs d'État africains il y a plus de 50 ans aujourd'hui. Et cela avait été accordé. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à la 8e année. La 8e année de formation de l'élite. De cette élite digitale en français et en anglais. Donc je pense qu'on a quand même de plus en plus d'ingénieurs formés et de plus en plus de solutions possibles pour résoudre les problèmes de nos amis. Mais là, vous savez que la nécessité est là, il faut en former, parce qu'en les formant, il y a des relais de formation, sauf qu'à ce niveau-là, les formations coûtent quand même cher. Je pense que les formations coûtent de moins en moins cher. Bon, alors il faut dire que moi, pour le cas de l'IAI, l'État a résolu ce problème d'une certaine manière.
l'État s'est arrangé à faire en sorte que la scolarité de chaque étudiant camerounais puisse être prise en charge d'à peu près trois quarts. D'à peu près les trois quarts de la scolarité. Donc en réalité, la scolarité que les étudiants payent ne représente que le quart de ce qu'ils devraient payer en réalité. Le quart de ce qu'on paye dans d'autres pays où il y a l'IAI. Il y a le Niger, il y a le Togo. Quand vous allez dans ces autres pays, vous allez voir que le coût de scolarité est beaucoup plus élevé qu'au Cameroun. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un effort de l'État qui a souhaité que la formation digitale n'appartienne pas seulement à une certaine élite, à ceux qui sont nantis, mais que même les enfants des moins nantis puissent avoir accès à cette formation. Mais évidemment, nous aussi, quelquefois, on essaie aussi de faire un effort à notre niveau parce qu'il y a quand même des enfants qui sortent de familles assez pauvres, qui, même ce cas de scolarité, ont des difficultés pour payer. Et de ce point de vue, on essaye parfois des mécanismes qui peuvent permettre de voir comment, à un moment donné, on peut regarder tel ou tel cas pour alléger un peu la situation. Mais ce n'est pas toujours facile parce que vous savez très bien que pour fonctionner, il faut payer le personnel, il faut acheter du matériel informatique. L'informatique est tellement évolue tellement vite qu'il faut s'adapter à l'évolution du numérique. Et cela suppose aussi qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Alors, vous êtes en train de dire que désormais, la formation avec ces facilités accordées par l'État, la formation en informatique n'est plus l'affaire des autres. Les enfants des Zambiens. La formation en informatique est ouverte à toute la population aujourd'hui. Et je puis vous dire que, franchement, il y a de plus en plus d'écoles qui forment... On est d'accord là-dessus, mais pour rester dans le cadre des ingénieurs, un peu l'élite digitale. Je parle de l'élite digitale. Il y a plusieurs écoles qui forment des ingénieurs aujourd'hui au Cameroun. Il y a plusieurs écoles qui forment des masters en informatique, plusieurs universités. Donc, avant, il n'y avait que l'IAI. Avant, je me rappelle, à l'époque, on avait pour 200 candidats, pour 200 places, on avait 5000 candidats, voire 6000. Hein, voyez-vous? Donc, cela veut dire que il y a quand même une masse de personnes qui sollicitaient entrer dans ce secteur, mais qui ne pouvaient pas parce que l'offre était très restreinte. Mais aujourd'hui, vous avez, nous arrivons à recruter par 300, 400 étudiants tel que nous l'avait instruit la hiérarchie, et je pense que nous allons continuer à le faire. Vous avez dû constater que l'IAI a 38 centres. Alors sur les 38 centres, il y a 9 qui sont diplômants. C'est-à-dire que à partir du baccalauréat, si vous passez le concours pour être dans l'un de ces centres, vous faites 2 années d'études. Et ceux qui ont 12 de moyenne viennent faire la 3e année au siège à Yaoundé, au centre d'excellence technologique Paul Biya. Et là où le moule final se fait, donc dans ce wagon commun qui contient les étudiants formés pendant les 2 premières années à Yaoundé et ceux qui sont formés dans les autres centres, dans les 9 autres centres. Et c'est là où on voit vraiment que ceux qui méritent ont leur diplôme. Donc je pense que nous avons quand même de bonnes cohortes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ingénieurs, d'informaticiens qui sont formés chez nous. Bon, une grande partie, je dois l'avouer, part à l'étranger. Et on essaie un peu de lutter contre ça. Mais ce n'est pas si mauvais parfois que certains partent. Parce que ceux qui partent, ils vont souvent continuer leurs études pour revenir plus performants. Et ceux qui partent pour travailler, de ceux qui partent pour travailler, il y en a qui reviennent 5, 10 ans après, bourrés d'expérience, pour venir développer les technologies dans nos administrations. Bon, il y en a quelques-uns aussi qui ne reviennent plus. Donc, en fait, nous sommes dans un environnement où nous éduquons les étudiants. D'ailleurs, je dois vous dire que nous leur apprenons, nous leur demandons aujourd'hui de travailler pour devenir demain des patrons
des entrepreneurs. À partir du slogan « Un étudiant, un projet, une entreprise ». Chaque étudiant doit avoir un projet sur la base d'une idée qu'il a eue lui-même. Et au sortir de la formation, il devrait avoir une entreprise toute faite. Maintenant, un étudiant peut très bien avoir son entreprise et travailler quelque part. Tout ça, c'est possible. Alors, moi, j'ai envie d'avoir mon ingénieur dans la famille. Il vient à l'IAI. Il va falloir que je dépense combien? On baisse un peu le ton, c'est une affaire d'argent. Non, il va falloir qu'on dépense combien pour avoir un ingénieur? Il n'y a pas de tabou. La scolarité est de 390 000 francs en première année. Et en deuxième année, et 450 000 en troisième année. Donc, je pense que ce sont des taux de scolarité qui sont accessibles, du moins par rapport à tout ce qui est déployé comme action de formation, comme action pour faire de ces jeunes Camerounais et ces jeunes Camerounaises, des hommes avec grand H, des hommes debout. Debout parce qu'ils ont la capacité d'avoir une tête bien pleine, une tête bien faite. N'oubliez pas que, vous l'avez bien remarqué, nous organisons chaque semaine ce qu'on appelle le rassemblement de l'établissement, où nous chantons tous l'hymne national du Cameroun. Le représentant résident passe en revue les éléments de la semaine écoulée et donne des conseils sur une des valeurs morales. Ça peut être l'humilité, ça peut être la loyauté, ça peut être la reconnaissance, etc. Et puis, à la fin, le représentant émet des perspectives pour la semaine qui commence, pour que chacun se mette en situation idéale par rapport à la thématique de la semaine. Où on peut dire par exemple... Donc vous ne formez pas que des ingénieurs, des techniciens, des hommes, vous formez les citoyens, les hommes debout, mais également les entrepreneurs. Mais est-ce que ça ne vous gêne pas, avec tous ces ingénieurs que vous formez, de découvrir par exemple que dans le gouvernement, ils n'ont pas de place, beaucoup de départements ministériels restent encore dans la caverne? Vous murmurez avec ces ministres-là. Je pense qu'il faudrait encore aller vous informer parce que pratiquement dans tous les ministères, vous allez trouver des anciens étudiants de l'IAI. Mais la plupart d'entre eux, pourquoi ces ministères ne sont justement pas suffisamment entrés dans l'éthique? Il y en a qui n'ont presque, qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas de page ne serait-ce que Facebook, qui n'ont pas de site internet, ainsi de suite. C'est pourquoi je vous disais tantôt que la culture digitale est très importante parce que lorsque le chef d'une institution a eu vraiment la bonne idée lui-même de se former, et donc de savoir tous les bénéfices qu'on peut tirer de cette connaissance digitale, mais forcément, il va être enclin, il va, on va dire, avoir envie d'utiliser cette connaissance digitale pour développer son entreprise ou son institution. Mais si... Donc vous dites qu'il y a justement ces chefs d'entreprise, ces chefs de département ministériel qui ne semblent pas être intéressés, ils n'ont pas la passion que Joseph Lé et les autres ont par exemple. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Mais ce n'est pas un sujet tabou. C'est comme ça partout. Vous allez toujours voir dans certaines entreprises ceux qui aiment l'informatique, sont furieux de l'informatique, d'autres qui ont peur de l'informatique. Ils ont l'impression que l'informatique viendra, on va dire, les absorber ou leur enlever leur pouvoir. Un peu de pouvoir, oui. Voilà, donc ça c'est partout dans le monde entier. C'est pas seulement une affaire du Cameroun. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on suive notre chef, le président Paul Biya, qui, dans quasiment tous ses discours, rappelle toujours l'importance de la maîtrise du digital. Il faut
moderniser nos administrations. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser les performances digitales. Et il faut donc que tout le monde soit formé au plus bas niveau. Mais est-ce qu'il a écouté le président de la République? On n'a pas encore des e-campus à proprement parler. On a encore des universités qui fonctionnent de façon, j'allais dire, archaïque jusqu'à présent. Ben, je pense que là encore, je dirais qu'il faut peut-être encore faire un tour. Vous êtes positif, vous? Ben oui, parce que moi j'ai bien vu les efforts qui sont faits par le ministre d'État, le ministre Jacques Famendongo, qui, depuis qu'il est là, d'abord, est-ce qu'on peut se satisfaire? Vous voyagez à travers le monde, campagne de e-campus, ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut se satisfaire? Laissez-moi terminer ma démonstration. Le ministre d'État, Jacques Famendongo, il a commencé par la notion d'étudiant entrepreneur. Ensuite, pour être étudiant entrepreneur, il faut des universités professionnalisantes. Vous voyez l'évolution. Et par la suite, donc, il a, grâce aux partenaires chinois, amené à un certain nombre de centres high-tech que tout le monde, on en a dans toutes les universités d'État, y compris dans l'université d'État Cameroun-Congo. Donc je pense qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens-là. Bien sûr que beaucoup reste à faire, compte tenu de ce que nous avons comme population, notamment la population jeune qui est vraiment amoureuse d'éthique et qui a besoin vraiment d'avoir la possibilité d'utiliser cette éthique-là pour pouvoir réaliser de bonnes performances dans chaque... Parce qu'on le sait, dans ces efforts-là, le chef de l'État a décidé de mettre à la disposition des étudiants les ordinateurs qui se sont retrouvés à l'avenue Kennedy, parce que beaucoup estimaient que ça ne sert à rien puisqu'ils ne peuvent pas se connecter facilement dans les campus. Ben, vous savez que dans ce type de situation, il y a beaucoup d'interprétations. Les gens interprètent chaque situation selon leur pensée. Bon, moi je pense quand même que ces ordinateurs-là ont été utiles aux étudiants, notamment de l'IAI. Chaque étudiant de l'IAI à cette époque a bénéficié d'un ordinateur, y compris ceux qui sont dans tous les centres IAI. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont réalisé des applications qui ont bien marché au courant de leur stage académique. Donc, à mon avis, d'après ce que moi j'avais vu, ce sont des ordinateurs qui ont été utiles pour les étudiants, parce qu'il y en avait qui n'avaient jamais eu un ordinateur, figurez-vous. Donc, certains étudiants auraient terminé tout leur parcours sans avoir un ordinateur. Un étudiant, pour avoir véritablement accès à la formation, devrait avoir en tout temps un ordinateur, un peu comme son téléphone, qu'il peut utiliser à tout moment. Alors qu'en réalité, à l'époque, nous, quand on était étudiants, il fallait faire la queue le soir pour compiler des programmes, pour espérer compiler des programmes. Et ça, c'était pas le plus facile. Mais aujourd'hui, vous avez votre ordinateur à portée de main. Bon, là, moi, je vois nos salles machines qui sont pratiquement vides parce que chaque étudiant a son ordinateur portable. À l'époque, même quand on était à dragage, mais les salles machines étaient courues. Donc, il y avait des fils, des étudiants pour espérer avoir une place. Une place, c'est vraiment pour compiler des programmes ou alors pour réaliser une application. Mais aujourd'hui, chaque étudiant a son ordinateur. D'ailleurs, il y a des étudiants qui peuvent même se passer d'ordinateur. Ils peuvent utiliser leur smartphone, bien sûr, pour pouvoir effectuer des travaux digitaux. Donc, voyez-vous, le monde change et il faut bien sûr compter avec les évolutions technologiques. Le monde change. Le Cameroun a certainement son rythme. Certaines villes avaient annoncé devenir des villes intelligentes. La ville de Kribi, par exemple, dit passer à la ville intelligente très bientôt. C'est vrai qu'on est un peu en retard, où il faut commander le taxi étant sur place, il faut même commander son poisson à la braise étant sur place. Est-ce que, en termes de fracture numérique, nous avons la possibilité d'aller à ces villes intelligentes-là, accessibilité, coût, des terminaux et consorts? Monsieur Jean-Jacques, pour avoir une ville digitale, si les populations ne sont pas formées à l'utilisation du digital, qui va se servir de ces services numériques?
à la portée des populations. Donc, parfois, je me dis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Il faut d'abord former la population. Je ne sais pas. On le voit, on avait les petits services Yango ou NKJKAR qui sont là. Oui. Et qui personne ne sait comment faire pour avoir un véhicule NKJKAR parce qu'il n'est pas formé. Il a le smartphone pourtant. C'est ça. Mais je peux vous dire que beaucoup d'usagers utilisent ces services Yango dont vous parlez. Et d'ailleurs, ils disent même que ce sont les formes de taxis urbains, les formes de taxis urbains, les formes de moyens de communication urbains, déplacements urbains, les plus sécurisés. Parce que lorsque ces chauffeurs viennent vous chercher, on les suit. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez même le parcours. Si ça arrête, on le sait. Donc, voyez-vous, donc il y a quand même une certaine marge de sécurité. Donc, même le chauffeur sait que s'il s'amuse à avoir un geste déplacé, tout de suite, on le saura. Il n'a même pas le droit de changer de parcours. Donc, voyez-vous, ça c'est quelque chose déjà qui fait la différence. Mais il faut former les populations. Mais il faut former les populations à la culture digitale. Parce que s'ils ne sont pas formés, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont même peur on leur dit, non, c'est pas compliqué d'abord installer l'application. Ben, pour eux, c'est tout un problème. Et pourtant, c'est très simple. Vous allez juste, là, il faut cliquer, vous installez, vous installez et vous suivez les recommandations. Si vous parlez français ou anglais, c'est ceux-là qui s'ouvrent, par exemple, au ministère de la fonction publique, ou des facilitateurs, entre guillemets, prennent 30 000 par là, 30 000 par là, juste pour avoir accès et que quelqu'un repère son dossier, ce qu'il peut faire lui-même. Mais il y a des gens qui se proposent et commencent à bouffer beaucoup d'argent. Mais leur cible, c'est justement ceux qui ont peur de toucher à l'ordinateur, parce que en fait, ils se disent qu'ils n'y comprennent rien, c'est pas leur affaire. Regardez un peu, quand vous allez dans les pays européens, là, vous êtes dans une gare, enfin, nous on est habitués à aller au guichet là, pour acheter le ticket. Mais parfois, les guichets, il n'y a pas de guichet. Vous avez des postes où vous devez taper sur un clavier pour avoir votre ticket. Ben, il y a des gens qui ratent leur train, leur avion comme ça parce que ils ont même peur d'aller sur. On a tous ces mésaventures de ce côté-là. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème de culture digitale. Et il faut que les différents responsables, chacun à son niveau, que ce soit dans les petites entreprises, les grandes entreprises, les ministères, partout où il y a des personnes qui travaillent, il faut que chaque chef d'entreprise ait la possibilité vraiment de former, se donne la possibilité de former son personnel pour qu'il soit plus performant. Bon, moi je peux vous dire, il y a à peu près un mois, j'ai écrit à plusieurs institutions pour leur proposer des modules de formation de leur personnel et des ateliers de formation, des ateliers d'appropriation de l'intelligence artificielle. Vous savez, sur une soixantaine de courriers que j'ai envoyés, il n'y a eu que 3. On n'a eu que 3 réponses. On n'a eu que 3 réponses il y a un mois. Et pourtant, ce serait une aubaine. Une aubaine quand même. Parce qu'il y en a qui se demandent comment faire pour aller faire former son personnel dans telle ou telle entreprise, mais on vous envoie des propositions claires. Mais les gens ne traînent pas. Et c'est pourquoi je reviens sur ce qu'avait dit le président. Parlant du digital, du monde digital, qui s'annonçait à l'époque. Et qui ne va pas nous attendre. Et voilà, et qui ne va pas nous attendre. Il faut qu'on avance avec. Alors, bonsoir, je m'appelle Jack depuis Odia. Pour un début d'évolution technologique, je pense que les centres technologiques doivent être accompagnés d'infrastructures cloud pour permettre aux étudiants et entreprises de stocker leurs données et les partager entre les différents centres. Nous, on est encore en train de chercher à former un maximum. Bonsoir, M. Amaklo Abanda, vous êtes un très grand modèle pour moi. Prière de rester aussi humble tel que vous êtes, Philippe Amourou, depuis Nkola Famba.
que vous êtes humble. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Bonsoir. Je suis communicateur d'un centre de formation professionnelle agréé spécialisé dans l'informatique artistique, c'est-à-dire les dessins animés. Nous rencontrons des jeunes Camerounais talentueux avec le désir de se faire former, mais non pas suffisamment de moyens. Nous sollicitons des subventions de la part de l'État. Ces subventions permettront d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Merci, vous n'avez pas signé. C'est Jacques Béranger qui dit qu'il y a des jeunes qui ont des formidables projets, mais qui n'ont pas la possibilité d'être formés. Est-ce que c'est une question de coût ou autre chose? Est-ce que vous êtes réceptif à ce genre de message? En tout cas, à ces jeunes-là, moi je dirais ceux qui ont des projets et qui ont besoin de formation pour réaliser leurs projets, qui viennent à l'IAI, qui viennent nous voir. D'ailleurs, il y a beaucoup qui viennent nous voir et on leur apporte l'appui qu'il faut parce que former est notre vocation. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, j'aimerais savoir s'il y a l'âge limite pour présenter le concours de l'IAI. Je suis enseignant de mathématiques à Maroua et j'aimerais me former à l'IAI. À notre époque, il y avait un âge limite. Oui. Mais depuis une quinzaine d'années, on a ouvert parce qu'on s'est dit... tout le monde doit avoir accès à la connaissance. Et avoir accès à la connaissance ne doit pas être seulement le privilège de ceux qui ont 20 ans ou 30 ans. Même à 70 ans d'ailleurs, à 70 ans et plus, c'est même là où on a plus besoin d'avoir accès à la connaissance. Quand on est déjà à la retraite, on est peut-être au village, mais on reste connecté. Et attaché à ce qui se passe ailleurs. Donc, on se fatigue moins, on s'ennuie moins. Mais figurez-vous aujourd'hui, quand vous allez dans les villages, vous voyez les papas là, les mamans là, ils sont sur leur téléphone, en contact avec leurs enfants qui sont en Espagne, en Europe, je sais pas, à Moscou, ou je sais où. Donc, et ça, c'est important parce que ils sont pas coupés de leurs enfants. Ils ont des informations à temps, quand ils le souhaitent, ils peuvent même voir leurs enfants. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on a. Là, vous avez un enseignant de mathématiques à Maroua qui sollicite une formation. C'est quand même un indicateur. Est-ce que voilà. Qu'il aille voir le chef de centre IAI de Maroua et qu'il lui dise que c'est le représentant résident de l'IAI qui l'a envoyé. En tout cas, vous avez notre contact. Allez-y. Voilà. Si ça se coince, vous nous rappelez pour dire que ça n'a pas marché. On saisira le représentant résident pour que, enseignant de mathématiques... Vous avez dit qu'il s'appelle comment? Est-ce qu'il a mis son nom? Je vais rapidement reparcourir, puisqu'il regarde l'émission. Il nous dira exactement comment il s'appelle. Il n'a pas mis son nom. Enseignant de mathématiques à Maroua. Revenez, donnez-nous des précisions pour que facilement vous fassiez former. Qu'il aille voir le chef de centre de ce côté. Mais lorsqu'on parle d'informatique, nous sommes à Yaoundé, les possibilités sont nombreuses, même dans les écoles primaires, mais en zone rurale, c'est un peu compliqué. Les salles d'informatique sont vides, il n'y a pas d'enseignants d'informatique dans la plupart des établissements. Certains n'ont même pas d'électricité pour déjà pouvoir brancher tout cela. Pour réussir l'opération de former un maximum de Camerounais, il y a beaucoup de barrières, beaucoup de limites. Oui, il y a beaucoup de limites. Les limites parfois sont issues parfois du manque de moyens suffisants. Vous voyez, parce que vous avez combien de départements, combien d'arrondissements, combien de villages. Vous voyez, il y a combien d'écoles. Vous avez un enfant qui a le baccalauréat sans avoir vu un seul ordinateur. Ça, c'est possible. Une seule fois, pas une seule fois. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des méthodes. Il y a des méthodes d'apprentissage. D'ailleurs, c'est ce que nous avons eu une réunion importante à l'UNESCO qui regroupait justement tous les titulaires de chaires du monde entier. Il y a 2 semaines. Et il y a 3 jours, on a eu la continuité de cette réunion sur l'apprentissage du numérique. Alors, l'apprentissage du numérique posait un problème justement avec l'apprentissage numérique avait des difficultés d'ordre matériel, parce que il faut avoir un ordinateur pour savoir ce que c'est qu'un ordinateur. Mais aujourd'hui, on a des applications, des didacticiels qui permettent d'apprendre à distance.
Vous voyez? Donc, et lorsque vous avez déjà une idée du fonctionnement d'un ordinateur, vous avez donc la possibilité de vous mettre en posture d'un connaisseur. Et d'ailleurs, ça se passe un peu comme pour ceux qui apprennent des avions. Vous savez, ceux qui apprennent des cabines de simulation. Avec des cabines de simulation. C'est pratiquement pareil, c'est didacticiel. Mais avant que vous avez un enfant qui a eu son baccalauréat à Doumentan et qui n'a même pas fait un seul cours d'informatique. Il arrive pour l'université, on lui demande des prescriptions en ligne. Il est totalement largué. Moi, je n'avais pas vu un seul ordinateur quand j'avais passé le concours de l'IAI. Oui. J'avais pas encore vu un ordinateur. Je savais que j'allais faire de l'informatique, mais j'avais jamais vu un ordinateur. Mais ça ne m'a pas empêché d'être aujourd'hui un porteur du digital. Peut-être vous qui causez avec ceux qui sont en haut, peut-être pour leur dire qu'il faut vraiment équiper. Je suis d'accord avec vous. Oui. Parce qu'il y a des établissements où on paye les frais de cours informatiques sans jamais faire un seul cours. Je pense que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits quand même, parce que j'ai vu que dans plusieurs lycées, dans certaines écoles même, il y a des salles multimédia. De plus en plus, j'en ai vu dans plusieurs régions. Vous savez que j'ai déjà fait le tour du Cameroun. Il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup qui n'en ont pas encore. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il serait bien de soutenir les initiatives de formation de masse optique. Ouais. Et ces formations de masse vont compléter les insuffisances qu'on peut avoir dans les écoles. Vous voyez, par exemple, quand on va partout là, on va former les jeunes, les femmes. Mais quand ils repartent à l'école, ils sont déjà outillés. Ils savent déjà ce que c'est qu'un ordinateur. Et alors, si on pouvait donc encourager de nombreuses initiatives dans les formations de masse, je pense que ce serait une sorte d'outil d'accompagnement. Mais est-ce que ces formations de masse sont suffisantes? Est-ce qu'elles vous donnent quand même ces 2 semaines, 1 mois, 3 mois? Est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'en 2 semaines, lorsqu'il s'agit de... Mais si vous formez mon parent dans un village en 2 semaines, ça va être compliqué. Non, quand on parle de 2 semaines, ça dépend du nombre même d'heures de cours. Oui. Parce que vous savez, par exemple, l'opération MIGEF 2035, au départ, c'était 40 heures de cours. Donc, alors, si vous faites 40 heures de cours, c'est 2 heures par semaine en 1 mois. Vous faites 2 semaines, 4 heures par jour. Si c'est plein temps, c'est 1 semaine. Est-ce que c'est suffisant? Mais aujourd'hui, non. En toute honnêteté, est-ce que c'est suffisant? Non, il ne s'agit pas de former des ingénieurs, M. Jean-Jacques. Oui, il s'agit d'apprendre aux séminaristes d'utiliser l'outil informatique et de pouvoir avoir accès au logiciel Word, Excel, Internet, à bien utiliser les réseaux sociaux, savoir utiliser PowerPoint par exemple pour faire des présentations si vous travaillez, si vous avez parfois des présentations, des conférences à donner. Donc c'est un peu aujourd'hui nous allons ajouter la notion de prise en main de l'intelligence artificielle. Parce que ça, c'est la donnée nouvelle qui va accompagner aujourd'hui les formations que nous allons donner un peu partout. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ceux qui sont formés aient le minimum pour s'accomplir dans le digital. Et on n'a pas besoin d'être tous ingénieurs. Mais il y en a qui sont là pour être ingénieurs, pour réaliser des applications que vont utiliser les usagers. Et usagers qui, eux, pour les utiliser, devront savoir utiliser l'outil. Vous voyez, c'est comme un cycle. Et je pense que on doit s'adapter aux difficultés qu'on a. On doit s'adapter à l'environnement socio-économique et faire en sorte qu'on donne le mieux pour qu'il y ait un plus grand nombre de populations aptes à utiliser l'outil informatique. Alors, nous allons accueillir tout à l'heure Nadège qui viendra vous poser des questions un peu décalées liées au regard et à la perception des internautes. Mais avant cela, que répondez-vous
à ceux qui disent que les opérations de formation dans le cadre de 100 000 femmes au MIGEF 2035 sont des opérations politiques parce que soutenues par l'élite politique généralement dans ces localités. S'il n'y a pas des épaules solides de quelqu'un du pouvoir ou du grand parti, les formations n'ont pas lieu dans certaines localités. Que répondez-vous? Non, en réalité, c'est nous qui cherchons à avoir des répondants dans les différentes localités. Il faut des porteurs de formation. Si on n'a pas de porteurs de formation, il n'y aura pas de formation. Parce que c'est quand même difficile que chaque individu aille se positionner pour dire je veux être formé et qu'on puisse former un grand nombre de personnes. Donc il faut toujours des porteurs. Et ces porteurs, généralement, ce sont des élites. Ce sont des élites de chaque localité. Et je pense que, vu cette... D'ailleurs, je vais vous dire comment on a réussi l'opération 100 000 femmes. Alors, l'opération 100 000 femmes a été un projet qui a été réalisé sans financement. Nous avons pu financer ce projet par les techniques de parrains, par l'idée d'avoir des parrains et des marraines. Et lorsque nous allons en Konsamba, on forme telle personne, on forme 300 femmes, 400 femmes. Le parrain a une visibilité médiatique, il est bien content. Lorsque nous allons à Bafoussam, on fait pareil. La marraine est contente. Lorsque nous allons à Garoua, c'est pareil. Mais un jour, celui qui est un potentiel parrain de Marois, un maire ou un député, va nous dire, mais l'autre jour j'ai vu en Konsamba une formation, une remise d'attention, comment ça se fait? J'aimerais aussi devenir parrain ou marraine. C'est comme ça que de fil en aiguille, de ville en ville, de village en village, on a réussi à ça peut donc servir des politiques, mais ce n'est pas une opération politique. Non, justement, ça peut servir des politiques. Vous avez très bien compris. Ça peut servir des politiques, mais c'est pas une opération politique. C'est une opération d'éducation. Et je pense que cette opération d'éducation a été bien portée par une personnalité non politique. Madame Chantal Biya n'est pas politique. Vous savez qu'elle est ouverte vers le social. D'ailleurs, au départ, quand on commençait à former dans 100 000 femmes, c'était Yaoundé Douala. C'est la première dame qui nous a dit, mais allez aussi dans les autres régions. C'est comme ça que nous avons initié la vision Cap vers les provinces. À l'époque, on avait dit Cap vers les provinces. Et madame le ministre Bakambo, qui était ministre de la Condition féminine, nous a accompagnés à Ebolova pour lancer la première grande formation Cap vers les provinces. Et après cette cérémonie majestueuse, on est allé partout, jusque dans les fins fonds du village. Et souvenez-vous que nous avons formé des sourmières en Komobanga. Souvenez-vous que nous avons eu à former des handicapés partout, même des formateurs d'autistes, pour qu'ils aient une meilleure façon d'utiliser le digital pour mieux encadrer les autistes qui sont parfois des enfants qui nécessitent vraiment beaucoup d'attention. Donc, voyez-vous, la première dame a apporté son notion. Cette notion a été très importante parce que lorsqu'on allait dans les régions et que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets savaient que l'opération est portée par la première dame, oui. Cela nous ouvrait quand même beaucoup de portes. Donc, et c'est au bénéfice des enfants ou des femmes qui sont formées. Exactement. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va mettre une petite respiration pour accueillir Nadège Jougen. Je vais vous lire, vous n'allez pas répondre. Ce sympathique message. Bonsoir à vous sur le plateau. Un bonsoir spécial à mon père. Nous attendons que le président de la République te fasse confiance à travers le ministère du Digital. C'est un de vos fils. On prend une respiration. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais baisser les bras. Quoi qu'il arrive, gardez toujours la foi. Reste bon, reste fort, fais du bien autour.
Et pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. il faut aussi avoir de bonnes attitudes. Pourvu que cela devienne une habitude. Mes chers compatriotes, c'est en observant une discipline personnelle dans notre agir au quotidien que nous parviendrons à bâtir ce Cameroun moderne auquel nous aspirons tous. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais baisser les bras. Quoi qu'il arrive, gardez toujours la foi. Nous, on va essayer de garder la bonne attitude pour espérer atteindre l'altitude et pourvu que ça devienne une habitude avec Armand-Claude Abanda. Salut à vous sur le plateau. Je tiens à saluer le travail titanesque que M. Armand-Claude Abanda abat au quotidien. Qu'il continue ainsi. Ce monsieur est mon modèle. Je l'admire depuis fort longtemps. J'aimerais aussi lui dire que son livre intitulé Fils de Pleura, nous l'avons ici, est un véritable chef-d'œuvre pour nous, les lecteurs. Gauthier depuis Obala qui envoie ce message. Nadège, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Le temps des bonnes attitudes. Nous avons justement Armand-Claude Abanda avec nous. Bonsoir Excellence Bonsoir. et bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Assez bien. Alors dans cette rubrique, vous allez tout simplement apprécier les questions proposées par les internautes. Alors vous êtes généralement entre deux avions. Trouvez-vous du temps pour consacrer à votre famille? Je dois répondre. J'essaie toujours de trouver le temps qu'il faut pour cela parce que être loin de sa famille est pénible. Parce qu'on a souvent envie de voir ses enfants, de s'assurer qu'ils vont à l'école normalement et qu'ils étudient chaque soir. Et donc, quelquefois, quand j'ai la possibilité de me déplacer avec eux et que j'en ai les moyens, j'essaie de le faire pour compenser ce manque-là. D'accord. Les étudiants sortis de l'IA et Cameroun ont-ils une garantie d'emploi? Les étudiants sortis de l'IA et Cameroun ont plusieurs possibilités. Ils peuvent créer eux-mêmes leur emploi. Et d'ailleurs, c'est ce qui constitue vraiment notre slogan, un étudiant, un projet, une entreprise, parce qu'on voudrait vraiment qu'ils s'accomplissent. Bon, il y en a qui, au sortir de l'IA, ils vont continuer leurs études en master, doctorat et autres. Il y en a qui travaillent directement. Donc il y a plusieurs chemins et donc nous les accompagnons chaque fois qu'on peut pour leur donner la meilleure orientation possible. Parce qu'il y en a quand même qui sont trop jeunes, qui arrivent à 16 ans. À 19 ans, ils sont trop jeunes quand même pour travailler. Et ceux-là, on les encourage à aller plus loin. Et comment se fait le casting des étudiants qui sortent pour aller poursuivre leurs études en Chine? Alors, le casting se fait sur la base des profils donnés par la Chine, par les Chinois eux-mêmes. C'est d'abord la discipline. En fait, la discipline, là, pour eux, vient avant la compétence. Parce qu'ils disent que parmi les disciplinés, on peut former des compétents. Mais parmi les indisciplinés, il est difficile d'avoir de bons compétents. Donc, c'est d'abord la discipline. Donc, lorsque le casting se fait, on choisit parmi les disciplinés qui sont les meilleurs. D'accord. L'histoire racontée dans Fils de Prélat est-elle votre histoire? L'histoire racontée dans Fils de Prélat n'est pas mon histoire, c'est pas une autobiographie, mais il faut avouer que c'est une histoire qui ressemble un peu à celle que j'ai vécue. L'histoire d'un enfant qui cherche son père et qui voudrait ressembler aux autres, à ceux qui ont leur père et leur mère, et afin que lui aussi, ses enfants soient, on va dire, comblés de cette parenté qui est normalement double. C'est pas d'être seulement dans un cadre uniparental. Et évidemment, c'est très dur de vivre ça. Mais en même temps, je pense que c'est formateur. La souffrance est très très formateur, parce que moi je pense que
les frustrations que j'ai vécues, ça vous a forgé, insultes, père inconnu, bâtard, etc. Je ne vais pas en dire plus que ça. Vraiment m'ont forgé et j'ai eu le soutien de ma mère. Ma mère a été vraiment un immense soutien parce que je manquais de rien. Et je me rappelle d'ailleurs que beaucoup de mes camarades qui avaient leur père et leur mère avaient souvent des livres du poteau, comme on dit, des livres vieux, mais moi j'avais toujours des livres neufs. Donc ça déjà c'était un facteur d'encouragement pour moi. Donc c'est pas mon histoire, mais c'est le reflet de mon histoire. Bon, maintenant je suis pas fils de prélat, donc fils de prélat c'est juste une cerise sur le gâteau que j'ai voulu mettre dans ce que je voulais comme belle histoire. C'est un livre qui se comporte un peu comme du vin. Plus le temps passe, plus il est sollicité. Vous l'avez écrit étant encore en terminale. Oui, tout à fait. C'était quoi vous vouliez écrire vraiment un livre ou bien vous posiez sur le papier un ressenti en ce moment-là? Non, en fait, tout part du fait que quand je suis en terminale scientifique, bon, j'étais quand même, j'avais de très bonnes performances en philosophie et en français. Donc mes professeurs allaient lire les copies dans les terminales A, un peu comme copie modèle. Bon, alors je me dis, je ne suis pas en TA, mais comment est-ce que mes copies vont être lues comme copie modèle dans ces terminales littéraires? Alors je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être, moi qui vais peut-être avoir le bac et bientôt, et qui je vais me livrer à un métier, à l'apprentissage d'un métier. Il faut peut-être que j'écrive un livre où je parle d'une thématique pour que je puisse aussi laisser quelque chose pour l'histoire. Donc quand j'écris Fils de prélat, j'avoue que je ne pouvais pas imaginer que cela allait avoir un tel succès. Je l'écrivais pour le plaisir d'écrire. Et lorsque je termine mon manuscrit, c'était un gros cahier comme ça. Alors, il y a un de mes cousins qui lit le livre et c'est lui le premier à me faire savoir que ce livre représente quelque chose et qu'il ne fallait pas le négliger. Alors, est-ce qu'il est exactement comme vous l'avez écrit en il terminale? Il n'est pas exactement comme je l'avais écrit, voilà. Justement. J'ai dû le tropicaliser parce qu'en réalité, à l'époque, nous avions il n'y avait pas de télévision. Oui. Nous ne faisions pas partie de ces rares camarades ou amis nantis qui avaient une vidéo, qui pouvaient voir des films par la vidéo. Donc, on avait comme seule possibilité de distraction les romans photos qu'amenaient nos oncles, nos tantes à la maison, les nous deux, etc. Donc, et dans ces romans photos, c'était des acteurs européens. Par exemple, moi je me rappelle dans ce livre, j'avais Juliana Bella, Juliana Bella s'appelait Juliana Sudlo. Eriko Kamga s'appelait Eriko Paolo. Vous voyez, Sudlo, Paolo, c'est des noms, je pense, ça sonne un peu italien, etc. Donc j'ai tropicalisé tous les noms et j'ai refait l'histoire aussi des noms des villes. C'est pourquoi vous pouvez retrouver Ngaoundéré, Obala et bien d'autres. Donc, je pense que j'ai aussi, on va dire, réajusté l'environnement socio-économique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de VIH quand j'étais en terminale. Mais vous allez voir quelque part dans l'ouvrage qu'on parle de VIH. Parce qu'en réalité, je l'ai écrit en 84-85, ce livre, 1984-85, mais je l'ai édité en 2002, donc quasiment 20 ans plus tard. Donc vous comprenez qu'il y a quand même eu une nécessité de toilettage pour se retrouver dans les temps et ne pas écrire un livre qui est totalement décalé. Alors, qu'est-ce qui vend? C'est la qualité de votre plume ou le récit qui est touchant dans le roman? Bon, vous avez certainement rencontré pourquoi il est sollicité aujourd'hui, les gens vous font des témoignages, vous pensez qu'est-ce qui fait courir? Alors beaucoup de lecteurs me disent que quand ils lisent ce livre, dès qu'ils commencent à le lire, ils n'ont plus envie de l'arrêter. Ils ont envie d'aller jusqu'à la fin. À la fin de chaque chapitre, ils veulent continuer. Donc il y a un suspense formidable dans le livre. Je crois que ça, à en croire tout ce que me disent les lecteurs,
C'est ce qui revient le plus, le suspense, l'envie de découvrir. Ça la vous suite. accroche du début à la fin. Voilà. Vous ne décrochez plus. Voilà. Et je me souviens, lorsque j'écrivais le livre, effectivement, je m'arrangeais à créer un lien entre la fin du chapitre précédent, on va dire le chapitre en cours, et le début du chapitre suivant. Donc c'est quelque chose que j'avais quand même travaillé. Vous êtes un bon scénariste. Mais oui, c'est quelque chose que j'avais effectivement travaillé. Oui. Bon, maintenant, il faut dire qu'il y a la thématique. La thématique de l'ouvrage, c'est-à-dire, on parle quand même de paternité des hommes d'église. Oui. Or, vous savez que pendant longtemps, c'est resté un sujet tabou. Mais aujourd'hui, c'est un peu moins tabou parce que c'est quelque chose qu'on vit. On en rencontre à quelques endroits des enfants de prélats. Bon, ce n'est plus un sujet tabou. Donc, et du coup, ceux qui sont des enfants de prélats, ou qui ont un parent enfant de prélat, ou qui ont une connaissance enfant de prélat, sont intéressés par cet ouvrage parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on en dit. Alors, la plupart des prélats, je pense que la plupart des prélats camerounais ont lu ce livre. Oui. Parce que je me souviens, beaucoup de prêtres sont venus me voir pour dire qu'ils ne retrouvent pas le livre. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, je leur répondais toujours, l'IAI n'est pas une librairie. Donc, il faut aller dans les librairies pour trouver Fils de prélat. Donc, en fait, c'est pour vous dire que la thématique a beaucoup joué un rôle. Et puis, il faut dire aussi la qualité de la couverture. Vous voyez, un prêtre, un évêque qui prie, c'est-à-dire qu'il est vraiment concentré dans son sacerdoce. Et vous voyez l'enfant qui est le fils de l'évêque, qui veut aller vers son père, oui. Et sa mère l'en empêche. Et pourquoi sa mère l'en empêche? Question à trouver dans le livre. Le prélat est en train de prier. Donc ce n'est pas vous alors? Non, c'est pas moi, je suis pas fils de prélat. D'accord. Excellence, pourquoi cet ouvrage n'existe pas au programme comme partout ailleurs? Je ne sais pas. Comme ça. Je sais qu'il existe au Congo depuis l'année dernière. Il existe au Gabon depuis 6 ans. Et le Tchad, il y a des pays qui veulent le prendre. Le livre est dans le peuple actuellement. Il y a le Tchad, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire. Et je crois le Sénégal aussi. Parce que il y a un grand auteur sénégalais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il anime tant sur ce livre, hein, parce que il a même écrit un livre. Il a écrit un livre sur le livre. Sur le livre. Il a écrit un livre sur le livre. C'est incroyable. Hein. Donc, il pourrait même être au Cameroun pour la dédicace. Il sera au Cameroun. Il a dit qu'il viendra dédicacer ce livre au Cameroun avant d'aller le dédicacer chez lui au Sénégal. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quant à savoir pourquoi il n'est pas au Cameroun, je ne sais pas. Le fils de prélat n'est pas prophète chez lui au Cameroun, mais ça fait beaucoup d'argent. Hein. Mais c'est que les éditions clés ont déjà eu plusieurs fois à le proposer. Mais un jour, ça passera. Ça fait beaucoup d'argent. On verra. Qu'il soit au programme dans plusieurs pays. Fils de prélat, c'est une œuvre de l'esprit. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas gagner aussi un peu d'argent après tant d'efforts? Mais je crois que chacun a droit à gagner du fruit de son travail. D'accord. Excellence, école de formation professionnelle et université publique, quel est votre choix? École de formation professionnelle. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut privilégier les savoir-faire. Ça, c'est mon avis. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut plus de savoir-faire que de savoir tout court. Parce que vous savez, aujourd'hui, on devrait pouvoir poser la question à tel jeune. Qu'est-ce que tu sais faire? Au lieu de quel diplôme tu as? Et c'est ça qui est la problématique dans notre continent africain. Donc, les gens se liguent plus sur les diplômes. Je suis professeur, je suis docteur. Et il faut toujours afficher ça. Mais, alors, quand on est professeur, quand on est docteur, vous avez quel impact? Est-ce que votre doctorat a de l'impact sur la société? Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des professeurs et des docteurs. Hein. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'affichage dans ce sens-là. Il faut, à mon avis, privilégier le savoir-faire plutôt que les savoirs savants. Les savoir-faire doivent être en priorité enseignés aux jeunes pour qu'ils réalisent des applications et réalisent un certain nombre de projets qui vont améliorer la vie des populations. Moi, je suis... Surtout dans votre domaine sur l'informatique, parce que l'économie numérique aujourd'hui a besoin des gens capables. Moi, personnellement, j'ai fait le choix
de rester dans le professionnel. J'ai fait plusieurs masters professionnels liés à la technologie et à l'enseignement. J'aurais pu chercher à être docteur ou professeur. Je n'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit, ce qui est important pour moi, c'est le concret, c'est la pratique. Et je pense que il vaut mieux vraiment que dans nos pays africains, qu'on cesse d'avoir le culte du diplôme. Ce n'est pas ça, à mon avis, qui va développer l'Afrique. Il faut encourager les jeunes à faire, à savoir faire. Ça appelle à un changement, une réforme totale du système d'éducation. Et ça, on va y arriver avec l'intelligence artificielle. Oui. Donc, d'ici quelques années, vous allez voir comment le monde va être transformé. C'est vraiment le savoir-faire qui va primer. Et il faut que les gens s'attendent à ce changement. Parce que... et c'est là où je félicite le ministre d'État, Jacques Famulongo. Parce qu'il a vu, de si loin, vous rappelez-vous, l'université professionnalisante. Oui. Hein, l'université qui forme des étudiants entrepreneurs. Un étudiant entrepreneur n'a pas besoin d'avoir des titres de doctorat, de professeur et autres. Un étudiant entrepreneur doit cultiver le savoir-faire pour être productif, pour être opérationnel. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, prêt à l'invention, prêt à la création. Voilà mon avis. Discours de haine, une réalité ou utopie au Cameroun? Ce que moi je vais dire, c'est qu'il faut bannir les discours de haine. Parce que nous sommes tous Camerounais, nous sommes tous des frères et des sœurs. Et je pense qu'on le voit bien lorsque notre équipe de football joue contre n'importe quelle autre équipe de foot. Tous les Camerounais sont un, partout en Afrique. Même lorsque je suis des matchs au Sénégal, étant au Sénégal ou au Gabon, où il y a des Camerounais, je peux vous assurer qu'un Camerounais, lorsqu'un but est marqué par un Camerounais, étant dans ce pays-là, on a l'impression qu'on est au paradis. Parce que c'est tellement beau de voir comment les Camerounais aiment leur pays. Et pour sortir, que pensez-vous des loges? Bon, personnellement, moi, je n'en fais pas. Je ne suis pas du tout, partisan, mais vous savez que chacun a la liberté de s'orienter vers la religion de son choix. Mais moi, je n'en fais pas. Moi, c'est le travail. Je suis concentré dans le travail et surtout dans le souci de faire un maximum de bien. Éviter de mentir, éviter de faire du mal, éviter de trahir, éviter de calomnier, éviter d'insulter. Pour moi, c'est ça la vraie richesse de la vie. Merci Nadège d'être venu nous accompagner dans le cadre de ces échanges. Vous resterez quelques minutes avec nous encore. Lorsque vous écoutez, vous les hommes politiques, vous les écoutez à la télé et ailleurs, formateurs dans l'âme que vous êtes, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus que rarement les hommes politiques s'arrêtent pour faire des propositions dans le cadre de la formation du Camerounais de demain? Ben, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Bon, je parlais du ministre Jacques Famulongo. Je parlais justement du ministre Joseph Lé, dont on mais si on prenait les politiques, candidats par exemple à une élection présidentielle, vous attendez à ce que le volet formation occupe une place de choix dans leurs propositions? Ils auront intérêt, ils devraient avoir intérêt à parler de formation. Oui. Parce qu'en réalité, le capital humain est le bon capital pour une société. Si on ne forme pas, on n'élève pas ce capital humain en quantité et en qualité, on aura des difficultés. Regardez des pays comme, vous voyez, la Chine. C'est le capital humain qui a fabriqué la Chine d'aujourd'hui. En Corée du Sud ou du Nord, je ne sais pas, dans certains pays émergents, vous allez vous rendre compte que c'est le capital humain qui a apporté le développement. D'ailleurs, dans certains de ces pays, il n'y a pas de richesses naturelles énormes. Mais c'est ça, ce qu'on a là. Et le mindset pour réussir, c'est ça qu'il faut. Alors vous invitez ces hommes politiques-là à mettre l'accent
sur le capital humain. Alors bonsoir le panel, j'ai lu ce livre à plusieurs reprises, c'est très émouvant. La question de savoir pourquoi ce livre n'est pas au programme, la question est de savoir pourquoi ce livre n'est pas au programme au Cameroun. Vous l'avez indiqué, vous avez donné votre point de vue là-dessus. Mais comment faire pour l'avoir, Boris de Yaoundé, qui envoie ce message, comment faire pour l'avoir, le livre? Bon, il est dans les librairies. Je sais que je le vois régulièrement au kiosque du Hilton. Il est beaucoup plus dans des kiosques parce qu'en fait je suis pas, je m'occupe pas du marketing, de la distribution. Oui. Voilà, donc c'est les éditions clés qui s'en occupent. D'accord. Bonsoir, je suis Mélanie. J'apprécie vraiment les efforts pour la formation, mais j'ai une préoccupation. Quel est le devenir des personnes formées au numérique sans infrastructure sur lesquelles s'appuyer? Je ne sais pas, vous comprenez le sens de la question de Mélanie? Quel est je vois bien sûr. Quel est le devenir des personnes formées au numérique sans infrastructure sur lesquelles s'appuyer? Non, je pense qu'elle veut dire que si il n'y a pas de matériel pour appliquer, en fait, on va dire l'utilisation du digital, on sera coincé. Bon, d'une part, elle a raison, mais d'autre part, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut toujours chercher à s'adapter avec les moyens de bord. Quand on peut, je vous dis, les téléphones Android que nous avons là, c'est de véritables ordinateurs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces téléphones. Il y a des gens qui utilisent ces postes, je veux dire, de communication, juste pour appeler, recevoir des coups de fil, aller regarder les vidéos, envoyer les messages alors qu'il y a tellement de choses. Donc en fait, ils utilisent le potentiel de ces outils à moins de 5%. Moins de 5%, oui. Voilà. Bonsoir, monsieur le représentant résident de l'IAI. Je suis un étudiant en génie logiciel à l'IAI Yaoundé. C'est un honneur de vous écouter car, comme à l'accoutumée, on en ressort toujours transformé. Et je profite de l'occasion pour vous dire merci pour ce que vous faites pour nous, étudiants de l'IAI. Merci. Il n'a pas mis le nom. Mais le message est passé. Le représentant résident est tout à fait honoré. Très bonne émission. Merci beaucoup. Il n'a pas mis le nom également. Est-ce que vous pouviez laisser monsieur le représentant s'exprimer? Ah d'accord, il paraît qu'on ne vous laisse pas beaucoup vous exprimer. On va essayer de permettre qu'il s'exprime. Et lorsqu'il parle du livre, c'est pas le verbe qui manque. Vous revenez de Paris, au salon africain, du livre africain, pratiquement à l'honneur de ce côté. On a vu des magnifiques images. D'ailleurs, la réalisation va accompagner avec ces quelques images. On a envie de vous demander qu'est-ce qui fait courir autour des fils de Prélat. De là-bas, qu'est-ce que vous avez entendu qui peut justifier le plein succès de votre livre? Alors, votre question, je me la pose tous les jours. Qu'est-ce qui fait courir fils de Prélat? Bon, je pense que Fils de Prélat, étant invité dans pratiquement tous les salons du livre d'Afrique, et c'est la énième fois que Fils de Prélat est invité au salon du livre de Paris, chaque fois on constate le même enthousiasme. Dernièrement, lorsque j'étais là-bas, j'ai trouvé une file de personnalités et de personnes qui étaient en rang, qui attendaient la dédicace de Fils de Prélat. Il y avait une file d'une trentaine de personnes. Voyez-vous que ça, pour un auteur, ça fait chaud au cœur. Mais comment s'expliquer cela? Je ne sais pas. Donc, lorsque j'écrivais ce livre, je peux vous dire que je n'avais jamais imaginé qu'il allait avoir un tel succès. Mais je pense que la thématique a un immense rôle dans ce succès. La paternité des hommes d'église, cela veut dire que les populations s'intéressent à cette question. Peut-être qu'ils souhaitent que l'église change de cap ou trouve d'autres formules pour, en ce qui concerne la paternité des hommes d'église. On ne sait, je ne sais pas, je n'en sais rien. Bon, peut-être c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont lu le livre 5, 6, 7 fois et ils ont toujours envie de le lire. Bon, peut-être aussi il
il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une prière dans ce livre, l'oraison de Saint Charlemagne. Ce qui fait que ils ont ce livre à leur chevet. Avant de dormir, ils ouvrent le livre à la page X et lisent l'oraison de Saint Charlemagne. En fait, lorsque le fils cherchait le père qui est évêque, lorsqu'il réussit à se rendre compte que c'est son père, l'évêque lui dit: je n'ai rien à te donner que de l'amour et une prière qui va te protéger partout. Et j'ai l'impression que le lecteur s'est dit que cette prière s'adresse aussi à lui. À lui, oui. C'est incroyable. Hein? D'accord, bonsoir. C'est Bachirou Amadou de Mokolo dans le Mayo Tchanaga. J'aimerais savoir, M. Armand-Claude, est-ce qu'il peut me faciliter une formation en matière de digitalisation et utilisation des réseaux sociaux étant ici à Mokolo dans le Mayo Tchanaga, Bachirou? Bon, alors nous avons un centre de formation à Mokolo. Nous avons un centre IAI à Mokolo, mais c'est vraiment un centre d'initiation à l'utilisation de l'outil informatique. Par contre, s'il veut avoir des formations plus pointues, il peut se diriger vers le centre de Garoua. Il rencontre le chef de centre de Garoua et il lui dit que il a fait cette demande auprès le représentant de Jean-Jacques en direct, le président du représentant résident qui a demandé d'aller rencontrer le chef de centre. Voilà, M. Bachirou, depuis Mokolo, vous êtes donc... Bachirou, j'espère que le chef de centre de Garoua a bien noté. Là, il a certainement bien noté. Alors, est-ce que le livre camerounais peut reconquérir les espaces un peu perdus parce qu'il y a de cela quelques années, le livre camerounais était très sollicité. Est-ce qu'il peut reconquérir ces espaces? Ah, ça c'est vraiment le problème. Les jeunes ont perdu la notion de lecture. Il faut réapprendre à lire aux jeunes. Moi particulièrement, j'encourage mes enfants à lire. Quand chaque fois que je voyage, je ramène des ouvrages pour les inciter à lire. Parce qu'un enfant qui ne voit pas un livre, et qui ne voit pas de livre, où est-ce qu'il va lire? Où est-ce qu'il va avoir l'occasion de lire? Mais s'il n'a que les téléphones. Donc il faut apporter des livres et leur parler de telle thématique qui peut être une thématique intéressante. Et ça va les amener à lire. Et j'ai remarqué que chaque fois que j'apporte des livres, ils s'y intéressent et ils les lisent quand même. Donc je crois que même mes enfants, ceux qui ont déjà réussi, j'ai des enfants qui travaillent aujourd'hui en France, au Cameroun, dans des grandes entreprises. J'ai d'ailleurs une fille qui travaille dans une très très grande entreprise française, au cœur de l'entreprise, au siège de l'entreprise au niveau mondial. Et celle-là, c'est une fille qui lisait systématiquement tous les livres que je ramenais des voyages. Et ça l'a fabriqué. C'est-à-dire que plus vous lisez, plus vous cultivez. Et plus vous maîtrisez la langue. Et je crois que ça, c'est important. Quand on sait communiquer. Parce que être compétent, c'est une chose. Mais savoir communiquer, c'est une autre chose. Et elle, cet enfant, sait communiquer et elle est hyper compétente. Et je puis vous dire que c'est un enfant qui a été directeur de cabinet du DG d'Orange Cameroun à 27 ans. Vous vous rendez compte? Il y a d'autres qui sont dans des ingénieurs en informatique, qui sont des créateurs de robots. Et tout ça, c'est des enfants qui ont appris à lire. Donc, ils ont eu cette niaque-là dans ce qu'ils lisaient dans les livres. Donc il faut que les enfants réapprennent à lire. Et c'est pourquoi vous avez certainement l'habitude de me voir dans tous les salons du livre, quand je peux. Bon, il y a parfois des conflits d'agenda, mais quand j'ai la possibilité vous êtes dans ces salons de livre, dans un salon de livre, j'y suis. Les auteurs camerounais, est-ce que ce n'est pas également un problème de thématique évoquée qui amène ces livres à ne pas connaître les pénétrations et l'évolution comme le vôtre? On a aujourd'hui des auteurs en 24 heures, ils sortent un livre, après, avec une thématique pas du tout accrocheuse. Vous avez parfaitement raison. En le disant, vous avez raison parce que il y a des très bons livres qui se cachent dans de mauvais titres. Le livre, c'est quoi? C'est d'abord le titre.
qu'est-ce qui va faire que quelqu'un soit attiré à lire un livre? C'est pas le titre. Alors, si vous avez un titre qui n'attire pas, qui ne vous donne pas envie d'aller vers un ouvrage, mais vous n'allez jamais le prendre. Au-delà du titre, il y a la présentation même de la couverture. Il y a l'infographie, il y a tout ça, tout ce qu'il y a autour du visuel. Voyez-vous? C'est un peu comme un paquet de biscuits qui est très bien emballé. Le biscuit peut être pas bon à manger. Mais s'il déjà, est très lorsque bien le paquet emballé, est intéressant, on va prendre le paquet. oui. Vous voyez? L'enfant va là où l'emballage est attirant. Donc, les auteurs doivent savoir afficher leur livre par un beau visuel, un visuel qui accroche. Et je crois que ça, c'est le fort de Fils de Prélat, je pense. Parce que Fils de Prélat peut-être n'en vaut pas plus que d'autres. Mais simplement, c'est que il y a ce visuel, il y a la thématique, et évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on va voir, vous savez, Fils de Prélat. J'avais, au départ, c'était le fils du pape. Après, je me suis dit, ah tiens, Amanda ne va pas si loin que ça. Après, j'ai dit fils de pape pour que ce soit moins défini. Et après, j'ai dit, mais attends, fils de pape, il y a un seul pape. Donc, après, je me suis dit, le fils de prélat. Le fils de quel prélat? Après, j'ai dit, donc, fils de prélat. Là, c'est indéfini. Défini, voilà. Ça allait poser des questions. Avant le fils de prélat, il y a eu le fils de l'évêque. Ouais, donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut un thème fédérateur qui va faire en sorte qu'on ne dise pas que c'est tel évêque, c'est tel pasteur, c'est tel archevêque, c'est tel cardinal, donc fils de prélat. Donc, voilà, ce titre a beaucoup évolué. Et ça, les auteurs doivent fabriquer le titre avec beaucoup d'ingénierie. Parce que la fabrique d'un titre, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que le livre va se lire derrière le titre. Alors, on va dire un ou deux mots de politique. Nous sommes à la veille de la célébration des 40 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il vous arrive de participer à des meetings avec la tenue du parti? Ben, je suis Camerounais, bon, peut-être pas avec la tenue du parti, mais je suis Camerounais, je participe à des meetings. Évidemment, vous savez, moi je soutiens le président Paul Biya qui nous a soutenus, qui a soutenu l'école. Hein. Souvenez-vous que le campus de l'IAI a été offert, c'est un don du président de la République. Et en plus, comme je l'ai dit au début de l'émission, il a prêté son précieux nom. Rappelez-vous qu'il n'y avait jamais eu un édifice qui portait le nom du président. Lorsque j'amène ma lettre à la présidence, on me dit, votre lettre, ça ne vaut même pas la peine de déposer votre lettre parce que la lettre va sortir avec vue. Bon, je ne savais pas, ça veut dire quoi. Ça veut dire, il y a les codes. En fait, vue, c'est que c'est vu, c'est-à-dire, on a vu et puis c'est fini là. Donc, j'ai dit, laissez quand même déposer quand même la lettre. Et puis, quelques temps après, on m'appelle pour me dire de venir chercher mon courrier au cabinet civil. Lorsque j'ai ouvert la lettre, j'ai seulement vu très haut accord. Dès que j'ai vu ça, j'ai refermé l'enveloppe. Je suis parti en courant, très content de ce que le président vient de faire pour nous. Donc ça encore, c'est quelque chose d'important. Et pratiquement tout ce qu'on a eu à solliciter du président de la République pour la formation des jeunes au TIC, pour le développement de l'IAI. Mais même s'il y a certains qui ont voulu un peu faire des blocages, parce que moi je me souviens, lorsqu'il a fait le don du campus, il a donné son très haut accord. D'ailleurs, c'est le ministre Beloken, qui était à l'époque directeur du cabinet civil, en 2006, qui avait signé la lettre m'informant du très haut accord du don du président de la République par rapport au campus. Mais 2 ans après, ce campus n'était pas encore réalisé. Et c'est la première dame un jour qui me demande, où en est-on avec le campus? Je lui dis, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas avancé. Alors, dans son étonnement, elle me dit, il faut peut-être aller voir le ministre Lupo Motazé qui vient d'être nommé à l'économie. Et c'est comme ça que lorsque je pars du palais, j'appelle le ministre Lupo Motazé et je lui dis,
Monsieur le ministre, je souhaiterais vous rencontrer. Il me dit, venez demain à 9 h. Je suis allé le lendemain. Et je ne lui ai même pas dit que c'est la première dame qui avait, on va dire, initié cette demande d'audience. Donc, je lui ai juste montré la lettre signée du ministre Beloken en 2006. Et le ministre Boutazé qui s'écrit, ce n'est pas possible. 2 ans plus tard, c'était pas toujours. Et c'est comme ça que le ministre, tout de suite, a lancé le projet de construction de l'IAI. Et il m'a mis en contact avec un de ses conseillers techniques de l'époque, M. Isaac Tamba, qui est aujourd'hui directeur général de l'économie. Et c'est lui qui a mené ce projet de construction de l'IAI. Grâce au ministre Luc Moutazé. Mais votre récit peut convaincre finalement ceux qui disent que Amanklo Banda, c'est l'enfant du palais. Mais est-ce que c'est une faute d'être l'enfant du palais? Mais c'est un honneur pour moi. Si jamais j'ai la chance d'arriver au palais, je suis d'abord Camerounais. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de mal à être enfant du palais. Je pense que je deviens enfant du palais aussi par mon travail. Je pense que si je n'avais pas travaillé, le président de la République ne serait peut-être pas rendu compte qu'il y a quelqu'un qui réalise quelque chose quelque part, qu'il faut encourager. Dans votre domaine de la formation, si vous faites une lecture des 40 ans du RDPC, vous pensez que le président Biya a suffisamment fait pour la formation? Le président Paul Biya a beaucoup fait. En fait, vous savez, le président, il agit comme un architecte. C'est un architecte. Donc, il ne va pas être partout pour appliquer ce qu'il dessine comme politique. Donc, ce sont ses collaborateurs, ce sont les différents responsables, ce sont les chefs d'entreprise. C'est chaque individu qui a une portion de pouvoir qui devrait appliquer ces dessins conçus par le président de la République pour faire avancer les choses. Moi, je pense que le président a beaucoup fait. Et en matière d'éducation, j'ai toujours dit qu'il est resté fidèle à ce triptyque, parce que l'IAI, c'est jeunesse, éducation, numérique. Triptyque, jeunesse, éducation, numérique. L'IAI, c'est la jeunesse, l'IAI, c'est l'éducation, l'IAI, c'est le numérique. Je me dis que c'est peut-être pour ça que le président de la République, comme il aime les jeunes, il aime la modernité, il aime l'arrimage à la modernisation des jeunes, c'est peut-être pour ça qu'il a choisi d'accompagner l'IAI. Et chance, je suis porteur de ce projet. Peut-être que c'est pourquoi on peut avoir tendance à dire qu'il est l'enfant du palais. Mais j'en suis fier dans tous les cas. On se parle là, et l'enfant du palais, il n'a pas de demande particulière. On a lu un message ici où quelqu'un pense que vous devriez peut-être aller un peu plus haut. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus haut, mais en réalité, je suis fier de ce que je fais. Je suis passionné de ce que je fais. C'est lorsque je vais dans un village, je remets des attestations à des vieilles mamans. Vous voyez qu'elles ont appris l'informatique. C'est peut-être leur premier parchemin de leur vie. Elles ont appris à utiliser l'outil informatique. Elles sont contentes. Elles pleurent de joie. On leur donne des bouquets de fleurs. Comment est-ce que vous n'allez pas être heureux? Vous allez être plus heureux que ça? Maintenant, tout ce qui peut arriver et qui vient du bon Dieu à travers les hauts responsables, nous nous exécutons. Mais je vous dis, je suis passionné de ce que je fais. Et je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Tout ce que je veux dans ce que je fais, c'est d'avoir un peu plus de moyens de le faire. Parce que souvent, il m'en manque. Quelquefois, j'ai des difficultés dans le travail. Parfois, il m'arrive de ne même pas avoir quelquefois de carburant. Un peu comme nous alors. Ça, mais bien sûr. Mais bien sûr. Lorsque je dois aller remettre des attestations quelque part, il m'est déjà arrivé d'être en retard parce que je devais chercher le plein de carburant pour arriver dans cette ville où je devrais remettre des attestations. Personne ne peut comprendre ça. Mais il faut être dans le système pour comprendre que c'est parfois très difficile. Très difficile. Le 24, vous ne serez pas au repos.
vous annonçant des conférences, ainsi de suite. On a déjà souligné tout à l'heure votre programme toujours très chargé. Pendant que les gens seront en train de boire pour célébrer le FDPC, vous serez en conférence au 24. Je serai en conférence, mais je ferai tout pour rejoindre les autres après la conférence. Merci Armand-Claude Abada d'être venu et d'avoir eu tout ce temps de parole pour vous et pour le mérite qui se cache derrière et qui se lie derrière votre intense activité qui est essentiellement une activité de production et de fabrication du Camerounais de demain. On vous dit grandement merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Jacques Zi. Mesdames et messieurs, on vous dit merci également d'avoir regardé. N'oubliez pas les rediffusions. Demain samedi à 7h, vous retrouverez votre programme en rediffusion. Dimanche, 7h également. Et puis lundi à 12h30. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Très bonne soirée à tous.